va parler maintenant effectivement de l'ambition pour la France dans les renouvelables. Vous le savez, l'Europe a fixé un cap clair avec le paquet Fit for 55, l'objectif de neutralité carbone en 2050. La trajectoire, elle est ambitieuse, elle est incontournable. La France aussi s'est donné des objectifs à 2030 et à 2050 à travers sa stratégie nationale bas carbone. Et pourtant, chacun le constate, si le solaire connaît une forte accélération, l'éolien terrestre reste en retard. Et c'est encore plus vrai pour l'éolien offshore. La chaleur et le froid renouvelables ont aussi leurs défis. L'avenir dépendra donc de notre capacité à lever les obstacles, qu'ils soient réglementaires, techniques ou d'acceptabilité. Et tout ça dans un contexte particulier que je ne vous apprends pas, on en a déjà parlé. La nouvelle PPE n'a pas encore été votée, ce qui entretient une certaine incertitude. Mais c'est peut-être justement ce flou qui rend la discussion d'aujourd'hui intéressante, voire essentielle. Non pas pour dresser un constat de plus, mais pour explorer ensemble, avec nos intervenants, les leviers, les coopérations, les solutions qui vont permettre d'accélérer concrètement la transition en mobilisant l'État, les opérateurs industriels et l'ensemble de ceux qui agissent au quotidien sur le terrain. Je vous propose donc, plutôt que de se lamenter, de travailler à travers un échange constructif tourné vers l'action avec des acteurs qui jouent chacun un rôle clé dans cette transformation. Je vous les présente dans un instant en leur titre et qualité. Je vous donne simplement leur nom maintenant et je vous demande de bien vouloir les accueillir chaleureusement comme vous savez le faire depuis ce matin. Augustin Augier, Sylvie Géano, Emmanuel Rollin, Nicolas Hoth et Marianne Legnaud sont avec nous. Je vous en prie, prenez place. Bonjour. Merci pour votre présence et votre ponctualité. Très beau panel. À mes côtés, Augustin Augier, secrétaire général du secrétariat général à la planification écologique, le fameux SGPE. Vous nous livrerez au cours de ce débat, Augustin, évidemment, la version aussi de l'État. Sans cela, pas d'intégration des ENR. Marianne Legnaud, présidente du directoire d'Enedis, nous dira comment la puissance du réseau de distribution français se prépare à l'arrivée massive des renouvelables. À ses côtés, Nicolas Hoth, directeur stratégie et impact du groupe Elmi, entreprise à mission, incarnera dans le débat cette nouvelle génération d'acteurs indépendants des énergies renouvelables, ceux qui innovent, ceux qui gèrent le diffus, qui contribuent aussi à l'accélération sur le terrain, mais qui se heurtent peut-être, et vous nous en parlerez, à certains obstacles du cadre actuel. Merci en tout cas d'être avec nous. À la droite de Nicolas, Emmanuel Rollin, directeur France d'Iberdrola, nous expliquera pourquoi, malgré un énorme potentiel, il faut bien en convenir, la France n'a encore mis en service que quelques parcs offshore depuis 2022 et quel impact ce retard peut avoir sur la pérennité de la filière. Et puis enfin, parce que toutes les ENR, c'est vrai, ne sont pas électriques et il faut le rappeler, Sylvie Géano, directrice générale de Dalkia, filiale du groupe EDF, est avec nous également. Vous porterez, madame, dans le débat, la voix d'un acteur clé, on le sait, de la chaleur renouvelable au cœur des solutions locales pour verdir nos usages. Voilà, les présentations sont faites et vous avez des micros à disposition. Une première question pour vous, Augustin Augier, si vous le voulez bien. Question de constat et d'état des lieux. Où en est aujourd'hui la France par rapport à ses trajectoires officielles? Quels sont vos satisfaits? On va commencer par ce qui fait plaisir et peut-être aussi vos points de vigilance. Et question bonus, comment on maintient une ambition forte et portée par l'ensemble des acteurs quand la PPE n'est pas encore votée, comme chacun sait? Merci pour votre invitation. Quand on parle de trajectoire, il y a plusieurs éléments cadrants. Il y a évidemment des accords internationaux, un accord de Paris, net zéro en 2050. Il y a nos engagements européens, notamment le Fit for 55 en 2030. Et puis il y a les déclinaisons nationales, et notamment la SNBC qui fixe des trajectoires, des budgets, comme vous le savez. On est dans le cadre de la SNBC 2, on attend la SNBC 3
d'ici la fin de l'année normalement. Elle a été mise en consultation, elle est presque prête. Où en est-on par rapport à ces trajectoires ? Aujourd'hui, sur le dernier budget carbone et sur l'année 2024, on était en ligne avec nos objectifs. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, si on prend secteur par secteur pour des raisons un peu différentes, mais on arrivait à tenir dans l'ensemble des domaines, notamment dans l'énergie, l'industrie, y compris dans le bâtiment, nos objectifs. Ensuite, deux choses. Il faut différencier si on est en ligne parce qu'il y a des changements structurels dans les modes de production et les modes de consommation et les usages, ou bien parce que ce sont des changements conjoncturels. Par exemple, il est évident que quand on a un hiver doux, on a une baisse de la consommation de chauffage, et donc il y a encore beaucoup de fossiles dans le chauffage à gaz. Donc on constate une baisse. Pour autant, ce n'est pas une modification structurelle comme on pourrait avoir si jamais il y avait des appareils plus efficients. Sur 2024, on a une part conjoncturelle qui est encore significative. Ce qu'on constate, c'est que sur les 5 dernières années, 2020-2024, on atteint nos objectifs parce qu'on a fait de grands efforts sur la sobriété, notamment au moment de la crise énergétique, et qu'on a à peu près mangé ce qu'on pouvait de ce pain-là. On a fait de bons efforts sur l'efficacité, on le voit bien avec les nouvelles chaudières à gaz, par exemple, qui sont beaucoup plus efficaces. Mais là, et je pense qu'on le sait, les chiffres sont officiels, on rentre dans le dur. On rentre dans le dur. Pour la première fois au premier trimestre 2025, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté par rapport au premier trimestre de l'année 2024. Ce sont les chiffres du CITEPA. Ça, c'est un sujet de préoccupation, évidemment. C'est un sujet de préoccupation. Et si on prend secteur par secteur, là où il y a des bonnes nouvelles, c'est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre, sont souvent pour des raisons conjoncturelles, ou bien parce qu'on n'a pas notre trajectoire de réindustrialisation. Donc on ne peut pas s'en satisfaire, ou bien dans l'agriculture parce qu'il y a une crise du cheptel bovin. C'est bien en termes d'émissions, on ne peut pas se satisfaire du fait qu'il y ait une crise économique d'une filière qui par ailleurs du coup correspondent, on continue à consommer de la viande rouge, donc c'est de la viande importée, donc au total ça n'a pas d'effet majeur. Donc point de vigilance, c'est qu'on est face aujourd'hui en termes de projection, l'INSEE fait désormais des projections à l'année, pour la première fois cette année, et nous met sur un trend qui n'est pas celui qui correspond à nos trajectoires. On finira l'année entre moins 1 et moins 1,8% d'émissions de gaz à effet de serre, alors qu'on devrait se rapprocher du moins 5%. Alors, malgré cela, comment maintenir une ambition forte ? Déjà, c'est rappeler quand même les sous-jacents de ces engagements. Mais ça a été dit, vous le savez toutes et tous ici, les enjeux sont inéluctables. La question de souveraineté énergétique est inéluctable, va devenir de plus en plus problématique. La question de donner des solutions avec de la visibilité, de la stabilité est inéluctable. Donc c'est bien de se rappeler pourquoi on se bat. C'est bien de se rappeler pourquoi on se bat. Ouais. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé, mais je pourrais en reparler après, du backlash écologique, des difficultés qui sont réelles sur les débats, notamment sur les énergies renouvelables. On l'a vu, il ne m'appartient pas de le commenter, mais il y a des difficultés, des signaux contradictoires. Pour autant, personne aujourd'hui ne remet en cause l'objectif de l'accord de Paris, ni la nécessité de gagner en souveraineté énergétique et de rééquilibrer notre balance commerciale sur les énergies fossiles. Donc, je pourrais y revenir après sur un certain nombre de leviers, mais ne perdons pas de vue que ce qui nous a poussé à cette stratégie de décarbonation, à savoir atténuer le changement climatique d'une part, gagner en souveraineté d'autre part, et s'installer dans une visibilité, parce que quoi qu'on en dise, je pense que l'offre électrique est quand même plus stable que l'offre de prix fossiles, comme on a pu le voir ces 5 dernières années, même s'il y a eu une crise aussi sur l'énergie électrique. Ces raisons, ces sous-jacents, ils sont là aujourd'hui, ils sont cadrants et ils resteront cadrants pour l'ensemble des décennies à venir. Donc il faut qu'on soit collectivement, et l'État le premier, j'y reviendrai, capable de dépasser ce qui peut faire peur, des signaux contradictoires qui sont réels mais qui ne changent pas la structuration de fond des choix qui ont été faits par la France. Voilà, donc on continue à regarder la Lune et pas le doigt. Hein, c'est un peu ça aussi que vous nous dites ce matin. Augustin Augier, merci pour cette première intervention. Marianne Legnaud, je me tourne vers vous à présent en tant qu'opérateur industriel des réseaux publics de distribution. Évidemment, Enedis met en œuvre les politiques publiques.
comment, question très concrète, comment le réseau s'adapte déjà aujourd'hui à la montée en puissance attendue des ENR et quelle ambition réaliste vous pouvez fixer à l'horizon 2030 pour commencer. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre question. En fait, il y a deux questions dans votre question. Donc, la première, c'est comment on s'adapte et non pas comment on se prépare. Bien sûr, on se prépare aussi pour l'avenir, mais on est déjà dedans, puisque 90% des énergies renouvelables sont raccordées, connectées au réseau opéré par Enedis, qui appartient aux collectivités locales. Et nous avons déjà vécu une formidable accélération ou transformation industrielle en matière de raccordement de renouvelables. En 2019, nous avions raccordé 2 gigawatts d'énergie renouvelable, 5,5 gigawatts l'année dernière, 2024, et je pense que nous allons sortir à 6 gigawatts fin 2025. Donc vous voyez, x3. Ça, c'est un chiffre qui est tout neuf, il vient de sortir. Voilà, ça va sortir, on suit mois après mois, bien sûr, tout ce qui est raccordement. Un autre chiffre, il y a fin 2022, 2 ans, il y avait 600 000 producteurs renouvelables raccordés au réseau opéré par Enedis, qui fait 35 fois le tour de la Terre. Ils sont aujourd'hui 1,2 million de producteurs renouvelables, alors bien sûr de toute taille, et 65% d'entre eux sont des autoconsommateurs, ce qui est aussi un phénomène extrêmement récent. Donc derrière tout cela, il y a notre capacité à nous transformer, à suivre ce rythme. À accompagner le mouvement, voire à le devancer. Le devancer, il y a quelques années, on avait senti venir ce mouvement, donc on avait créé un projet interne qui s'appelait Accélération des renouvelables, des ENR. Derrière, c'est aussi, la table ronde précédente a beaucoup parlé de filière industrielle. C'est aussi une énorme aventure industrielle. Je vous donne qu'un seul exemple. Chaque année, on va dire cette année, on va avoir mis en service 6 postes sources, 3 l'année dernière, donc on a déjà fait x2. Mais d'ici 2030, c'est que dans 5 ans. Enedis doit construire 100 postes sources. Donc c'est 20 par an, passer de 3 à 6 à 20 par an. C'est aussi évidemment beaucoup d'investissements. Nous avons annoncé en 2021 une trajectoire d'investissement, j'ai envie de dire tous usages, y compris la résilience du réseau à 2040 à hauteur de 96 milliards. Sur ces 96, 10 milliards sont consacrés uniquement au raccordement des renouvelables. Et je laisse de côté les renforcements de réseau. Ce n'est pas seulement construire, c'est aussi adapter. Dans les postes sources, vous savez, pour ceux qui sont un peu plus spécialisés, il y a des transformateurs. On a fait cette année x2 en matière de renforcement, de changement de transformateurs. Donc c'est développer une infrastructure, c'est aussi l'adapter, la rendre plus intelligente, plus innovante. Donc beaucoup d'innovations développées avec nos clients, bien sûr, avec le soutien de la DGEC et de la Creux et du CER, que je remercie, pour développer des offres de raccordement plus rapides, intelligentes, utilisant des flexibilités. Donc, pour nous, c'est déjà une réalité industrielle très forte. Après, quelle est la cible ? C'est votre deuxième question. Non, j'en avais une autre, mais c'est pas grave. Je vous laisse aller là-dessus. Qu'est-ce qui est réaliste ? Vous m'avez demandé ce qui était réaliste d'envisager en termes de renouvelables. Vous dire que, évidemment, on regarde devant, mais nous avons ce que nous appelons aussi une file de projets en développement, c'est-à-dire des producteurs qui ont déjà levé le doigt en disant Monsieur ou Madame Enedis, un jour, il faudra me raccorder quand mon projet sera mature. Et ils sont dans cette file en développement à des stades de maturité qui peuvent être très variables. Mais on a quand même 28 gigawatts de projets qui sont rentrés dans cette file, dont 10 sont déjà en phase travaux. Donc, quand on regarde les chiffres de la PPE annoncés en concertation, peut-être ce qui va sortir pour 2030, on verra quand le texte sera connu, eh bien, il y a déjà énormément d'ENR qui vont arriver, qui sont déjà programmés, même si on intègre un taux de chute prévisible qu'on a observé de 10, 15 et 20%. Donc, en fait, le rythme de 5 à 6 gigawatts, c'est le bon pour les années qui viennent. Ça nous met sur le trait de la PPE, mais ça, c'est déjà en cours.
On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans le débat, mais je voulais vous faire réagir là spontanément tout à l'heure parce que vous avez évoqué le fait que ce soit bien entendu une aventure industrielle, mais c'est aussi une aventure humaine. Il y a bien sûr un défi de compétences, il y a un défi de recrutement aussi derrière ce qui nous attend dans les années à Bien venir sûr. pour faire face. C'est pour ça que nous avons lancé, je pense que ça a été mentionné ce matin aussi, une association qui s'appelle FIER, qui est la filière industrielle des Joli entreprises nom, ça. de réseau électrique. C'est quand même Ouais. 100 000 emplois, 1600 entreprises avec RTE, avec les grands syndicats d'équipementiers et de travaux. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect activité, prévision, pour faire tout ce que dont je viens de parler. Il y a plus d'une dizaine d'usines qui ont été construites en France. Donc la prévision, la visibilité, c'est clé pour cette filière. Et puis évidemment, ce sont aussi comment agir en respectant l'environnement, donc développer des chantiers bas carbone qui recyclent les terres, par exemple. Et c'est aussi les compétences, puisque nous allons recruter tous ensemble plusieurs milliers de nouveaux salariés chaque année. Des salariés qui sont aussi demandés par l'aéronautique, par l'automobile, par l'industrie nucléaire. Donc rendre nos filières plus attractives, c'est absolument clé et on le fait en lien avec notamment tous les services de formation professionnelle et d'apprentissage. Allez, on va aller du côté des acteurs, des filières qui sont présents à mes côtés sur scène maintenant. Et je voudrais vous donner la parole en premier, Nicolas Hott, pour Elmi. Avant de vous demander quel regard vous portez sur l'état des lieux qui a été fait par Augustin Augier et complété par l'apport de Marianne Legnaud, voilà, juste un mot pour présenter Elmi. Je suis sûre que dans la salle, il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Moi, je suis allée me balader sur votre site internet où on trouve plein d'informations. Plus qu'un agrégateur d'électricité, vous dites, Elmi est un énergéticien intégré 100% vert. Et alors, il y a une phrase qui m'a fait sourire, je voulais vous faire réagir là-dessus. Avec Elmi, c'est prise de tête minimum, impact maximum. Ça veut dire quoi, Nicolas Hott ? Ça veut dire qu'on essaye d'être agile au service de nos clients qui sont à la fois des consommateurs, particuliers professionnels, et des producteurs ou acteurs de la transition énergétique, y compris des gestionnaires de batteries. C'est pour ça qu'on est un énergéticien vraiment présent sur toute la chaîne de valeur. On développe aussi des moyens de production centrés principalement autour de l'autoconsommation individuelle, en tiers investissement, mais aussi des petits projets sol. On est focalisé sur le photovoltaïque. Et effectivement, l'agrégation, c'est à la fois l'agrégation de l'énergie, mais aussi l'agrégation de la flexibilité. Ce sont des enjeux très, très importants. On y reviendra, je pense, au cours du débat. Quelles avancées vous avez envie de pointer, voire de célébrer ce matin, et où est-ce que ça freine, où est-ce que ça frotte encore Alors, j'ai commencé par les points négatifs, on va finir par les points positifs. Effectivement, on a assisté ces derniers mois à un peu du stop and go sur les enjeux de l'électrification des usages. Premier point important, prime sur les véhicules électriques, ma prime rénov', tous les enjeux sur les infrastructures des mobilités alternatives. On a aussi eu et on l'a encore, un stop and go sur la filière des toitures ombrières de moins de 500 kW crête avec le S21. Pour rappel, 2024, et ça rejoint les chiffres de Marianne Legnaud, les moins de 500 kW crête ont représenté à peu près 3 gigawatts, les 2/3 des 4 gigawatts et demi de photovoltaïque installés, dont 1 gigawatt pour le résidentiel et un peu plus de 1,7 en autoconsommation. On était déjà sur des ratios très importants en 2023. Donc sur les 2 dernières années, cette filière du S21, qui inclut le petit résidentiel et les moyennes toitures ombrières, a à peu près représenté entre 50 et 60% de la capacité installée, avec une forte dynamique, une forte appétence, tant des particuliers par rapport à l'autoconsommation, avec des intérêts pour le système électrique. Enfin, ça avait été mentionné par la présidente de la Creux, Emmanuelle Vargon, qui mentionnait le fait
qu'un autoconsommateur modifie son comportement, a plus conscience effectivement de l'importance de l'énergie, en l'occurrence photovoltaïque, et en tout cas de l'importance d'adapter sa consommation en fonction d'une production qui est certes intermittente, mais qu'on peut prévoir et pour lequel on a de la flexibilité en premier lieu déjà côté consommation. C'était aussi le cas côté entreprise. Et je sais que je connaissais 2-3 industriels qui avaient été un peu pionniers dans l'autoconsommation. La crise de l'énergie, ils ne l'ont pas vraiment connue. Certains industriels qui, avec du stockage, couvraient déjà en 2021-2022 60 à 70% de leurs besoins énergétiques. Pas dans une volonté d'autarcie énergétique, mais dans une volonté de meilleure indépendance, d'autonomie. Eux, la crise énergétique, oui, ça a secoué un peu, mais c'était bien différent de ceux qui étaient à 100% dépendants effectivement du réseau. Donc là, on peut un peu être déçu aujourd'hui ces retards. On voit dans l'appel d'offres simplifié où il y a des couacs, on n'a pas de visibilité non plus sur les volumes de 2026, et on peut être surpris sur une filière qui avait une énorme dynamique, qui a été énormément contributrice au développement du photovoltaïque en 2023-2024, qui se retrouve aujourd'hui comme punie, comme ralentie, alors que la demande et l'appétence est réelle. Des autres sujets, bon, j'y reviendrai pas, mais la TVA 5% pour le petit résidentiel, on en a tous vu le déroulé entre les annonces et ce sur quoi on atterrit, ainsi que les obligations de solarisation. Les points, en revanche, que je trouve positifs et qui vont dans le sens de ce pourquoi Elmi s'est développé et développe des solutions, c'est tous les enjeux de la flexibilité. Ouais. Mais côté production. C'est-à-dire, et donc RTE l'avait déjà annoncé l'année dernière, et c'est progressivement effectivement mis en place, les enjeux de se dire maintenant quand on produit, que ce soit via des centrales photovoltaïques ou l'éolienne, on ne peut plus considérer qu'on produit quoi qu'il arrive. On est obligé de raisonner en termes d'équilibre offre-demande, et donc d'aller se confronter notamment aux mécanismes d'ajustement ou aux autres services systèmes. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour nous parce qu'effectivement, on a les compétences, les solutions, et aujourd'hui, on opère déjà un peu plus de 10 centrales, à la fois éoliennes et photovoltaïques, sur ces marchés. C'est une bonne chose aussi pour les producteurs. Ça crée de la valeur supplémentaire, au-delà de la valeur simplement énergie qu'ils peuvent avoir. Et ça va dans le sens, effectivement, de la nécessité de jouer sur toutes les flexibilités, côté consommation, côté stockage, mais également côté production. De même, le développement du stockage, on s'y est mis dessus, et on s'y est mis au début de façon un peu solitaire, mais c'était là où étaient nos compétences, sur la partie gestion d'énergie. Historiquement, les batteries sont développées avec la valorisation côté réserve système. Mais en fait, maintenant, on se rend compte que les réserves système ne sont pas suffisantes. Réserve primaire, la réserve secondaire ne le sera certainement peut-être pas assez, et même la valorisation énergie ne le sera pas. Et on a besoin effectivement de développer des compétences, et on y travaille. Et on y reviendra en deuxième partie du débat, ça fait sans doute partie de vos accélérateurs. Et donc ça, c'est les aspects positifs, je dirais, des évolutions récentes. Eh bien, merci pour cette première contribution. Nicolas, à vos côtés, et on va parler éolien offshore maintenant, avec Emmanuel Rollin. Quelques mots sur l'état de la filière en France. On se souvient tous du discours de Belfort, le fameux discours de Belfort du président Macron en février 2022, qui a fixé des objectifs très ambitieux pour le développement de la filière. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Quelles sont les menaces que vous identifiez et qui pèsent aujourd'hui très concrètement sur son développement, Emmanuel? Bonjour à toutes et à tous. Les principales menaces sont très clairement la lenteur et le manque de visibilité long terme. Donc, quand on fait un état de la puissance installée, on comprend tout de suite le problème de lenteur. Ça fait plus de 13 ans qu'on a commencé l'éolien en mer en France, et on est en train de passer péniblement 1,5 gigawatt installé, de puissance installée. Le Royaume-Uni en a 10 fois plus, l'Allemagne en a 6 fois plus. Donc très clairement, nous sommes parmi les champions de la lenteur. Malgré ça, on a quand même des succès, et en particulier au niveau industriel. On a réussi à lancer une filière
On a des usines majeures en France. On peut nommer Siemens Gamesa, on peut nommer GE, les chantiers de l'Atlantique. Il y a aussi beaucoup de PME dans cette filière. Mais sans visibilité long terme, quelle est la pérennité de cette filière industrielle? Qui a encore envie d'investir vraiment et de façon sereine dans un climat aussi instable? Alors, la PPE a été mentionnée énormément aujourd'hui, et c'est normal. Elle donnerait une certaine visibilité. N'oublions pas que la PPE est nécessaire mais pas suffisante. Ça veut dire quoi, ça? Nécessaire mais pas suffisante? Ça veut dire qu'une PPE qui n'est pas suivie d'actes, c'est un morceau de papier finalement. Parfois je dis personne ne va en prison si la PPE n'est pas respectée. C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai. Elle est non engageante, la PPE. Alors, toute cette insécurité, elle est renforcée par l'instabilité politique. Et ça, c'est un vrai problème parce que le temps de l'énergie, je crois que c'est Béatrice Buffon qui le disait, elle parlait de temps long. Et c'est un temps très long, sur plusieurs dizaines d'années. Et là, on n'a même pas de gouvernement, donc on n'a aucune sécurité, même sur les prochains jours. Donc, mais le problème, c'est que... Je me permets de vous interrompre, c'est intéressant ce que vous dites, Emmanuel, parce qu'à la fois, vous déplorez, comme je pense tout le monde dans la salle, cette problématique d'instabilité politique, et quand on s'est parlé en amont de cette table ronde pour la préparer, vous m'avez dit on a besoin de dépolitiser ce sujet aussi, on a besoin de remettre de la technique et de l'objectivité autour. Donc comment vous faites cet arbitrage-là? Effectivement, il faut dépolitiser, dépassionner ce débat. Désidéologiser, peut-être. Tout à fait, sachant que nous avons besoin de planification et nous avons besoin de coordination. Je vais vous illustrer pourquoi toujours sur l'éolien en mer. Si on reprend le discours de Belfort, 40 gigawatts en 2050, c'est en gros 100 milliards d'euros d'investissement, avec de nombreux acteurs qui doivent agir de façon coordonnée. Alors l'État, bien sûr, les développeurs, les industriels, RTE pour le raccordement, les fabricants de composants, les installateurs, les bateaux. Il faut prendre des risques aujourd'hui pour fabriquer un bateau alors qu'on ne sait même pas s'il y aura des parcs à installer, on ne sait pas quelle va être la taille des éoliennes dans le futur, etc. Les ports, le financement de tout cela. Comment fait-on sans une coordination, sans avoir un chef d'orchestre autour de tout ça? Alors, est-ce que c'est un délégué interministériel? Je ne sais pas, c'est une idée à creuser. En tout cas, on a besoin d'un chef d'orchestre qui soit capable de prendre des décisions, de prendre des arbitrages et qui soit inscrit sur le temps long, le temps très long. C'est un peu un signal d'alarme quand même quand vous évoquez ces usines qui ont moins de 10 ans, qui se sont installées dans la perspective d'une filière en développement et qui sont en train de terminer leur dernière commande aujourd'hui. C'est un sujet qu'on avait évoqué tous les deux. C'est un vrai signal d'alarme. Vous imaginez, vous êtes un port aujourd'hui. Est-ce qu'il faut investir? Pour faire quoi? Est-ce qu'il y aura de l'éolien flottant ou plutôt du posé, l'hydrolien, etc. On est un peu à la croisée des chemins, on l'entend. Exactement. Et là, j'ai donné l'exemple d'un port, mais c'est pareil pour un industriel. C'est pareil pour un développeur. Est-ce que c'est vraiment le bon pays pour placer mon argent? Est-ce que c'est pas trop risqué? Voilà, donc on a besoin de cette visibilité, on a besoin de cette coordination. Autant d'acteurs, 100 milliards d'euros, ça ne peut pas être laissé comme ça au bon vouloir des acteurs et suivant le risque qu'ils sont prêts à prendre. Bon, allez, ça fera peut-être réagir Augustin Augier tout à l'heure. Mais je vais d'abord terminer le tour de table avec quelqu'un qui est venu avec le sourire. Je vous vois sourire depuis tout à l'heure, Sylvie Jeannot, et c'est particulièrement agréable. C'est vrai, le contexte est incertain, mais malgré tout, toutes les ENR ne sont pas électriques et Dalkia développe de nombreux projets de chaleur et de froid renouvelables en France, comme à l'international d'ailleurs. De quoi être plutôt confiant dans l'avenir, un peu à rebours du pessimisme sous-jacent qu'on a entendu chez certains autres à travers leur prise de parole. Oui, d'abord bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai peut-être une note un peu plus optimiste, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vais commencer par une question. Est-ce que vous savez à quoi on utilise à peu près la moitié des consommations énergétiques du pays?
Oui. Mais c'était dans la question. Effectivement, on utilise à peu près la moitié des consommations énergétiques de la France pour produire de la chaleur. Et la chaleur, c'est quoi? Chose extrêmement simple, c'est le chauffage, l'eau chaude sanitaire et la chaleur ou la vapeur industrielle, qui n'est évidemment pas neutre dans le sujet de la transition énergétique. Si on regarde un peu en émissions de CO2, d'ailleurs c'est 20% l'industrie, 20% le bâtiment, 30% le transport et puis après l'agriculture, etc. Donc il y a un enjeu fort. Et quand on regarde aujourd'hui comment on produit de la chaleur en France, eh bien, à 2/3 aujourd'hui, c'est toujours produit à partir d'énergies fossiles, c'est-à-dire à partir de gaz, fuel et microscopiquement, si je peux le dire comme ça, de charbon. Donc, on a cette urgence d'aller chasser ces énergies fossiles, ce gaz, ce fuel, pour produire de la chaleur, parce que à chaque fois qu'on fait ça, on évite des émissions de CO2. Puis peut-être que la première chose à faire, je reprends, c'est ce qu'on a fait plus historiquement, mais qu'on fait toujours aussi sur nos systèmes, c'est d'aller chercher la sobriété et l'efficacité énergétique à chaque fois qu'on peut le faire, parce que pour décarboner, c'est consommer moins et consommer mieux, c'est-à-dire bas carbone. Alors comment on fait ? Effectivement, on développe des réseaux de chaleur, des réseaux de chauffage urbain, on peut dire aussi des réseaux de froid, qui se développent de plus en plus. Je pense que j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et quelles sont les énergies renouvelables que nous allons chercher ? Allez. Alors, j'ai envie de dire la géothermie avec un grand G, c'est toutes ses formes. On sait aller chercher les calories de la mer. Thalassothermie, on va chercher les calories, on reprend avec des pompes à chaleur, on injecte, on fait des réseaux de chaleur. On sait aller chercher les calories des rivières, l'hydrothermie, on va chercher les calories dans l'eau, on reprend avec des pompes à chaleur et on produit des réseaux de chauffage urbain. On sait aller chercher les calories perdues. Alors, ce n'est pas exactement renouvelable, mais c'est de l'économie circulaire. On sait aller chercher les calories des incinérateurs de déchets, les calories de tous les sites industriels qui chauffent beaucoup. Je vous ai dit que dans la chaleur, il y avait beaucoup de vapeur industrielle. Là, il y a une quantité phénoménale de chaleur à aller chercher. Les calories des boules de Le station premier d'épuration. dossier historique, c'était Dalkia qui récupère la chaleur sur les hauts fourneaux d'Arcelor à Dunkerque. C'est un dossier très très connu, mais il y a eu plein d'autres dossiers depuis. Et on souhaite développer évidemment cette récupération de chaleur-là. Et puis, il y a une belle énergie renouvelable qui est la première énergie renouvelable utilisée en France, qui est parfois un peu dénigrée, qui est le bois énergie. On développe également des chaudières bois énergie, biomasse. Alors le bois énergie, c'est les déchets du bois. Le forestier, il n'a aucun intérêt à vendre ses arbres pour aller les brûler dans des chaudières. Il n'a aucun intérêt, c'est beaucoup plus cher. Nous ne croyons pas qu'on participe à la déforestation, d'utiliser son bois pour autre chose. Énergie, Par contre, les petites branches qui ne servent pas autrement, ça peut être effectivement une très très belle énergie. Et on développe les chaudières biomasse aujourd'hui, en particulier pour les industriels, que ça nous permet de monter en température. Puis également pour les réseaux de chaleur où il y a du bois en local. La grande spécialité de Dalkia, c'est d'aller chercher les énergies du local. Quand la on solution, fait du bois elle énergie, est dans les territoires. On regarde le souvent. territoire. Je vais vous donner un exemple. On va tripler le réseau de chaleur de Lille, qui va devenir le 3e réseau de chaleur, de chauffage urbain en France, derrière Paris et Lyon. Eh bien, on a regardé toutes les énergies du territoire et c'est là où on construit aussi des écosystèmes multi-énergie et on va effectivement récupérer de la chaleur sur un incinérateur, on va récupérer de la chaleur sur 3 industriels, on va construire une chaudière bois énergie, on mettra des pompes à chaleur un peu partout, on saura faire du froid, on va optimiser avec du numérique et on a un écosystème qui va décarboner à hauteur de 165 000 tonnes de CO2 évité. C'est comme si on retire 80 000 véhicules de la circulation chaque année. C'est significatif, vous voyez ce genre de système. Alors les réseaux de chaleur, cependant, en France, si vous regardez en nombre de logements, ça ne chauffe que 5% des logements aujourd'hui. Donc on a encore. une vraie marge de progression. Donc on a une marge de progression. Je vais terminer par une dernière énergie. Oui, parce que je voudrais quand même qu'on parle de vos points de vigilance aussi. On va essayer de remplir aussi cette colonne. Une des dernières énergies, c'est aussi ce qu'on appelle les CSR, les combustibles solides de récupération. Vous savez, quand vous triez votre poubelle jaune, vous vous trompez un peu, c'est-à-dire que tout ne va pas être totalement recyclé. Et donc ces résidus des poubelles jaunes, on les refabrique dans ce qu'on appelle un combustible solide de récupération qui présente un bon pouvoir calorifique. Et nous savons aussi produire des chaudières de ce type-là pour aller décarboner les territoires, l'industrie
et la Sylvie chaleur en Genot, général. est-ce que pour autant tout va bien? Est-ce que vous avez néanmoins quelques points de vigilance à épingler pour le développement de ces filières de la Oui, chaleur? j'ai des points de vigilance ou des volontés. C'est que alors, la table ronde précédente a dit tout à l'heure, alors je crois qu'Alexandre Toubeau est toujours là, mais il a dit on n'a pas besoin de subventions. Alors, si j'ai encore besoin un peu de subventions pour développer de la chaleur renouvelable, c'est-à-dire à un prix qui est compétitif versus le gaz. Comme les énergies fossiles restent à des prix bas, c'est le cas de le gaz, hein, vous avez vu que le gaz était redescendu à des prix extrêmement bas. Aujourd'hui, le CO2 n'est pas valorisé à une juste valeur dans ce prix des énergies fossiles. Et donc, pour faire déclencher une décision, on a encore besoin d'un peu de subvention. Ça s'appelle le fonds chaleur. Le fonds chaleur, ça fait 2 ans qu'il est à 800 millions d'euros aujourd'hui, le fonds chaleur, qui permet justement, et là encore notre optimisme, il y a plein de projets dans les territoires qui se développent. C'est un véritable outil de politique locale pour les élus de développer leur réseau, d'aller décarboner les territoires. Mais on espère évidemment de nos voeux que ce fonds chaleur, à l'heure des discussions budgétaires, se poursuivre. Sera préservé. Ouais. Je voudrais aussi peut-être citer la géothermie. Oui. La géothermie est une magnifique énergie dans toutes ses formes, de surface, profonde. Partout, on va chercher les calories de la Terre. Et on n'en parle pas assez, c'est ça? On n'a pas exactement, on en parle, on a envie de développer la géothermie, on n'a pas encore complètement les déclics. Voilà. Allez, merci pour ces petits cailloux blancs que vous avez tous et chacun déposés, notamment à l'attention d'Augustin Augier. Petite réaction après ce tour de table. Beaucoup de points. Et oui. évidemment, je ne vais pas revenir, il ne m'appartient pas de me prononcer sur l'instabilité politique, mais tout le monde appelle de ses voeux de la planification du long terme. Et je comprends que certains puissent voir le verre à moitié vide, mais on peut aussi le voir à moitié plein. Et je pense qu'il faut quand même rappeler un certain nombre d'éléments qui ne doivent pas nous... J'ai rappelé tout à l'heure les grandes raisons qui nous poussaient à faire tout ça, qui sont des sous-jacents indiscutables sur la nécessité de l'atténuation et de la souveraineté. C'est pas rien, c'est cadrant. Ensuite, il y a quand même une politique qui cadre les choses dans ce pays, c'est la stratégie nationale bas carbone. Ça a été rappelé... On a aujourd'hui 7 gigawattheures d'installations qui vont se connecter. Il y a eu tout un travail de fait et coordonné sur les installations d'éoliens en mer sur la période d'aujourd'hui à 2030. Et je crois qu'on a quand même presque 7 gigawattheures aussi qui sont en train d'être installés. Et il y a eu tout un travail de fait pour le futur appel d'offres 10, s'il arrive, et on le souhaite tous dans la foulée de la PPE, dont l'adoption est nécessaire pour lancer la O10, où aujourd'hui, il y a eu un travail de concertation, il y a eu un travail avec le public, par façade maritime, pour identifier les lieux, pour discuter avec les usagers, avec les pêcheurs, avec... Tout ce travail-là, il existe et il a été mené par l'État. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est un travail qui prévoit les puissances qui vont être déployées sur l'éolien offshore entre 2030 et 2035. Il a été fait surtout entre 2023 et cette année. Donc avec quand même 10 ans d'avance, et c'est normal, c'est le rôle de l'État. Je ne dis pas le contraire, mais n'oublions pas que ce travail est fait, c'est-à-dire que sur l'éolien, typiquement, offshore, aujourd'hui, l'État a coordonné avec les filières, parce que c'est des réflexions qui ont eu lieu avec les filières sur leur capacité, mais avec les élus locaux, avec les populations concernées, avec les pêcheurs concernés, un énorme travail de la CNDP notamment, un travail qui permet demain ou après-demain, quand la PPE sortira, de lancer la O10 en ayant identifié les lieux où on peut installer l'éolien. Donc, il n'y a pas rien, quand même. Et je pourrais reprendre sujet par sujet, parce que c'est sur le solaire, il y a des enjeux, mais il y a quand même aussi énormément de choses. On n'a pas fini d'en parler, je vous rassure. Autre chose, rappelez, je comprends qu'il y ait les doutes des investisseurs, mais on a aussi quand même en France un soutien de la puissance publique au développement des énergies renouvelables qui est phénoménal. Et qui d'ailleurs pose un certain nombre de questions politiques légitimes, compte tenu du coût que ça implique. Vous connaissez tous le sujet des charges pour le service public de l'électricité, d'autant que l'électricité est peu chère, donc ça augmente sérieusement le coût budgétaire des CSPE. La PPE 3 donne des fourchettes en fonction des objectifs et du prix de l'électricité. Mais on parle quand même aujourd'hui de stratégies qui sont à l'œuvre depuis maintenant 20 ans et qui continueront à être à l'œuvre, de dérisking absolument massif pour les investisseurs.
Le principe de donner un prix garanti, que ce soit sous la forme de guichet ou d'appel d'offres simplifié. Donc ça pourrait être pire, c'est ça que vous êtes en train de dire? Je ne dis pas que ça pourrait être pire, je dis qu'il ne faut quand même pas oublier ce qui est fait par l'État. C'est insuffisant, on peut toujours faire plus sur la simplification, je n'ai pas de difficulté, parlons-en. Et en termes de vision long terme, aujourd'hui on a préparé les projets de déploiement jusqu'en 2035. Et en termes de dérisking pour garantir les investissements à des investisseurs étrangers, je rappelle juste que ce n'est pas rien, que ça représente des choix budgétaires et politiques importants de la part des gouvernements successifs, qu'ils les ont faits et que ça donne là aussi une visibilité importante. Et je voulais revenir juste sur la géothermie parce que c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. C'est quand même une énergie dont on parle effectivement pas assez. La PPE, dans sa version consultable qui a été mise au débat public, a un objectif extrêmement puissant puisqu'on a à peu près 4 TWh d'énergie finale installée, mais qui l'ont été il y a longtemps. En plus, on a un rythme de déploiement qui est relativement lent. Et on vise 16 TWh en 2030 et 25 TWh d'énergie finale en 2035, dans sa version telle qu'elle est. On verra si on va y arriver, Madame Jeanne, on va y arriver. Et l'avantage majeur de cette énergie, c'est que certes, il y a un surcoût d'investissement qui peut être plus ou moins significatif en fonction du type d'investissement. Le fonds chaleur est là. Mais c'est une protection pour les consommateurs, parce qu'il n'y a pas de variation du prix derrière, contrairement à toutes les énergies, gaz, fossiles ou électriques, qui est quelque chose de phénoménal et sur lequel l'État, là aussi, intervient via le fonds chaleur, et on est en train de réfléchir à d'autres types de dispositifs qui ne soient pas que de la subvention et qui permettent le passage à l'échelle et notamment de faciliter les raccordements et de voir comment on rend effectivement à court, moyen terme, ces énergies compétitives face au gaz, parce que c'est l'enjeu majeur sur le déploiement aujourd'hui. Non, et si je me permets, c'est la géothermie en particulier, tout le système de géothermie de surface, où on va chercher les calories à moins de 200 mètres. On rebondit avec des pompes à chaleur géothermiques. C'est aussi de l'électricité un petit peu d'une certaine façon, en plus de l'énergie du sol. Je voudrais dire que ça a aussi un autre avantage, si je peux me permettre, c'est que ça nous permet de faire à la fois de la chaleur, c'est le fonds chaleur qui accompagne, et du rafraîchissement. On a des machines aujourd'hui qui font, grâce à la géothermie, de la chaleur et du rafraîchissement. Je pense que c'est un sujet extraordinairement montant. On a un champ devant nous de travail à faire sur ces questions de rafraîchissement. On l'a vu cet été très clairement. Et là, on a évidemment une énergie absolument magnifique. Donc, il faut qu'on trouve ensemble effectivement les petits mécanismes. Je crois qu'il ne faut pas grand-chose pour accélérer le sujet significatif. Allez, merci de rappeler qu'effectivement, la géothermie, c'est la chaleur, mais c'est aussi le froid. Question à la cantonade, et il va qui veut. Quelles conditions, on va essayer de remplir l'autre colonne maintenant, permettraient une véritable accélération des projets selon vous, au-delà de tout ce qui a déjà été dit et sur lequel on peut revenir brièvement maintenant, mais voilà, je vous demande de synthétiser votre pensée. Quels sont vos accélérateurs majeurs pour les projets? Allez-y, Madame Legnaud. Merci pour cette question qui est importante. Je crois que les mots principaux ont déjà été prononcés. Le premier accélérateur, c'est la planification. Alors bien sûr, la planification temporelle qui donne de la visiter. Nous construisons des ouvrages pour 40 ans, donc on ne va pas les déplacer tous les 5 matins. Il y a une grande filière industrielle qui travaille avec nous en partenariat, donc visibilité temporelle. Mais visibilité et planification territoriale aussi, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 28 gigawatts qui étaient en projet, en développement, avec de la maturité différente. 95% de ces gigawatts vont pouvoir être accordés, j'ai envie de dire, facilement. C'est un peu faire fi de nos efforts collectifs pour accorder ça le plus vite possible, le moins cher possible pour la collectivité. Mais 5% d'entre elles sont situées, ces projets, dans des zones que nous estimons avec RTE sous contrainte. Ça veut dire que il n'y a pas forcément de lignes de transport dont la capacité puisse être disponible. Il n'y a pas forcément de travaux prévus dans les S3R ANR pour augmenter les capacités. Donc nous devons trouver ensemble des solutions et donc mieux flécher, et je l'avais dit les années précédentes, mieux flécher, c'est ce que l'Union européenne appelle le go-to areas, les endroits où la capacité de raccordement est disponible tout de suite et maintenant, et ne pas envoyer les projets dans des zones où il y a
beaucoup moins de capacité, ce qui va faire sortir des délais de raccordement qui seraient inacceptables, et je le comprends très bien pour les clients. Donc dans ces 5% des zones aujourd'hui, c'est beaucoup le Lot-et-Garonne, c'est pas mal le Centre-Val de Loire, l'Aquitaine également. Eh bien, nous nous engageons avec RTE, on travaille là-dessus aussi avec l'État bien sûr, et la filière, à sortir des cartes, comme le font déjà d'ailleurs les transporteurs et les distributeurs européens qui sont dans des situations beaucoup plus catastrophiques que la nôtre, parce que leur réseau est souvent un réseau gazier qui doit passer à l'électricité, alors que nous bénéficions d'un dimensionnement qui est quand même très optimum du réseau électrique pour des tas de raisons historiques. Donc sortir des cartes en open data qui vont être accessibles aux décideurs pour leur dire, ben voilà, plutôt que d'aller là dans le nord du Lot-et-Garonne, il faudrait mieux aller à tel endroit parce que ça va aller plus vite et ça va coûter moins cher. Donc ça, c'est, je pense, un levier important. Simplification administrative, mes collègues en ont parlé. Je vous ai parlé de mes 100 postes sources à 2030. Pour en construire un, c'est entre 4 et 5 ans, dont 3 ans de délai de concertation administrative. Alors certes, la circulaire Ferracci a remplacé fort heureusement... Ça finit par être agaçant. Voilà, la circulaire Fontaine, ça avance, ça s'améliore, mais il va falloir aussi que la loi ZAN soit un peu aménagée, sinon on n'aura pas de foncier pour construire ces postes sources. Et enfin, le dernier levier, je m'arrêterai là, il a été évoqué, c'est de la flexibilité. Donc nous avons un gros projet pour changer le plan de tension, permettre d'ajouter 2 à 3 gigawatts par des réglages un peu différents, sans surinvestissement. Mais bien évidemment, nous activons aussi des flexibilités du côté de la production. Et là aussi, les chiffres sont considérables. On a fait x6 entre l'année dernière et cette année en matière d'activation, x6 à x10 suivant les régions, de flexibilité. Nous travaillons à des appels d'offres communs avec RTE pour faire émerger ces flexibilités qui vont aider le réseau. Et puis, je dirais que le dernier levier, beaucoup d'intervenants en ont parlé, là on parle de production, mais il y a aussi la consommation, c'est de mieux faire matcher, épisode de prix négatif, la production et la consommation, et c'est pour nous le grand projet de refonte des heures pleines, heures creuses, qui vont permettre d'inciter à la consommation des Français au moment où il y a des pics de production en été ou au milieu de la journée. Donc il y a tout un panel de solutions qui sont possibles et sur lesquelles nous travaillons. Donc je suis aussi très optimiste. Allez, merci pour ça. Elle est ma ligne, Marianne Lenniot, en s'exprimant la première, forcément, voilà, elle a un boulevard pour lister une série d'accélérateurs dont certains, j'imagine, sont aussi partagés, identifiés par Nicolas Hott, par Emmanuel Rollin, voire par Sylvie Giano qui aura la parole tout à l'heure. Nicolas Hott. Oui, merci. Je veux bien rebondir effectivement sur ce que vient de dire Marianne Lenniot. Effectivement, je rejoins tous les enjeux de flexibilité, de localisation adéquate en fonction des capacités du réseau et des lieux de consommation pour minimiser à chaque fois effectivement les besoins de renforcement du réseau. Parce que je voudrais revenir à un sujet un peu plus global qui a été évoqué dans la table ronde précédente. C'est effectivement, on va vers une électrification des usages, vers une augmentation significative de la part de l'électricité dans la consommation d'énergie finale, mais avec une grosse incertitude sur quel sera le montant de cette énergie, de cette consommation d'énergie finale. Que ce soit les scénarios de prospective, non pas de prévision, de prospective de RT ou de l'ADEME, tous aboutissent à de la neutralité carbone en 2050, tous aboutissent à une augmentation de la part de la production industrielle dans la consommation, la production nationale dans la consommation nationale. En revanche, dans les cas extrêmes, on est du simple au double dans la consommation à 2050. Si on prend les cas plus réalistes, on a quand même une variabilité de 60% à 70%. C'est assez significatif et assez majeur. Et si on se trompe en termes de prévision, on peut avoir des impacts à différents niveaux. Des impacts en termes effectivement de moyens de production qu'on ne pourra pas utiliser, qui sont en trop. Donc là, effectivement, c'est des problèmes pour des acteurs comme nous quand on investit dans des moyens de production. S'il s'avère que collectivement on s'est trompé, on aura des coûts échoués qui peuvent mettre à terre des acteurs et des filières. Et on aura aussi un autre impact, c'est qu'on aura trop de réseaux. Parce qu'effectivement, un système électrique à 800 TWh et un système électrique à 550 TWh n'a pas la même structure de réseau.
Et là, il y a déjà un certain nombre de rapports qui pointent de réflexions qui pointent ces sujets, c'est qu'on a un risque sur le coût de l'approvisionnement électrique. Comme ça a été rappelé, ce qui compte, ce n'est pas le coût de production de l'éolien offshore, du photovoltaïque, du petit, du grand PV, de l'éolien ou de l'hydro, c'est le coût de fourniture au consommateur final, au niveau de son point de livraison. Et effectivement, si on a 30%, 40% de réseau en plus, ce réseau-là, il faudra le payer. Les coûts seront partis, il faudra les payer. Soit ce sera le consommateur, soit ce sera le contribuable. C'est très difficile, effectivement, de prédire. On le voit bien sur les années 2023, 2024, et puis 2025 va ressembler à 2024. On ne suit pas la trajectoire de référence de la PPE3, en tout cas du projet de PPE3. Et donc, vous plaidez pour quoi, Nicolas? Pour des mauvaises raisons. Bien. On a des retards, effectivement, à l'électrification des usages. On a de l'électrification des usages. Il y a plus de voitures électriques en 2025 qu'il y en avait en 2024 qu'en 2023, de même sur les pompes à chaleur. On a des retards, néanmoins, sur le niveau d'accélération. On a des retards sur l'électrification côté industriel. Mais on a aussi des bonnes raisons. De l'efficacité énergétique qui est un peu plus soutenue qu'anticipée, et de la sobriété structurelle choisie qui perdure, voire se renforce. L'enjeu, c'est que sur tous ces points, et particulièrement sur les enjeux de sobriété, c'est très difficile de prévoir à quoi la France de 2030, de 2035, de 2040 va ressembler sur ces aspects-là. Les exercices de prévision sont certains de se tromper. D'ailleurs, petite parenthèse, lors d'une célèbre commission, la commission Champchor, qui avait prévalu à l'implémentation de bientôt feu le dispositif de l'Arenache, Monsieur Boiteux nous avait dit que le parc nucléaire actuel était basé sur des prévisions, en tout cas tout son développement qui avait dû être arrêté, de 600 TWh de consommation électrique en l'an 2000. Donc même Marcel Boiteux à cette époque-là s'était un peu trompé sur les prévisions, et c'est normal, c'est très difficile parce qu'il y a des éléments non prédictibles dans ces Et donc quelle est votre recommandation, vous plaît? La recommandation, c'est peut-être s'inspirer des méthodes du monde de la tech et essayer d'être un peu plus agile, de minimiser effectivement à court terme des besoins de renforcement et de jouer sur des solutions soft, du pilotage de production, du pilotage de consommation, du développement à des endroits pertinents du stockage. Et ça, comme je l'ai dit, voilà, nous, on fait partie des acteurs qui avons déjà des solutions qu'on peut massifier dans ce sens-là. Et aussi, effectivement, peut-être plus se soucier de l'adéquation géographique, production et consommation, et donc avoir pensé un peu plus de gestion locale pour voir vers où, effectivement, cette consommation française va évoluer. Parce qu'on voit le même que dans les politiques publiques. Alors là, je jette un petit peu la pierre peut-être à mon voisin totalement de droite, mais on a même des incohérences entre la PPE3 et la SNBC3. La PPE prévoit par exemple une stabilisation du parc automobile français avec un maintien du nombre de kilomètres par voiture. La SNBC3 prévoit 10% de voitures en moins en 2030 et une baisse du nombre de kilomètres par voiture. Ça a des impacts dans une logique où on électrifie. Et ça, c'est important pour nous, les acteurs, particulièrement les petits. Je dis souvent, on est too small to be saved, parfois. Et donc, c'est important. Too small to be saved. Les premiers à être sacrifiés, quoi, voilà, d'une certaine manière. Et c'est important. On a malheureusement dans la filière solaire un dramatique précédent dans les années 2010. Et donc, c'est important, je pense, collectivement, et avec l'aide du SGPE et du gouvernement, d'arriver à développer une méthode agile dans cette planification, et pas qu'elle soit un peu trop dans le marbre et qu'elle ne prenne pas en compte les évolutions et qu'elle ne les anticipe pas méthodologiquement parlant. Alors, j'ai vu Marianne Lennieux se saisir du micro pour une réaction rapide, parce que je voudrais entendre aussi Emmanuel Rollin. Très rapide. D'abord, pour rappeler, vous avez évoqué les coûts du réseau, que les coûts du réseau, transport et distribution représentent aujourd'hui 29% de la facture globale. Donc, il reste deux grosses parts qui sont côté production et côté fiscalité. Et sinon, pour dire évidemment, je partage ce que vous avez dit, c'est-à-dire nous ne sommes pas des fous de l'investissement et Enedis pour l'investissement. Ce qu'on cherche, c'est le meilleur optimum technico-économique pour satisfaire des clients qui ont besoin d'être accordés le moins cher possible, le plus vite possible. Et donc, développer toutes les offres flexibles, intelligentes, de stockage, de flexibilité, de raccordement, j'ai cité certains exemples, ça va évidemment dans le bon sens, mais il faut, dans ce besoin
prévision, d'anticipation. Regardez aussi des sujets qui sont devant nous. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'un déséquilibre production-consommation qui ne serait pas assez forte. Mais si on fait la neutralité carbone, ce qu'on souhaite tous, ça passe par la décarbonation du secteur qui est aujourd'hui le plus émetteur, à savoir les transports, notamment par la mobilité électrique légère ou lourde. Et donc il faut s'intéresser dès maintenant, quand on va passer de 2 millions de véhicules hybrides électriques à 15, 17, ça sera peut-être plus lent, il y aura peut-être des décalages. Ok, mais on va y aller. Si tout le monde se charge en même temps, si tout le monde charge son véhicule électrique en même temps, au même moment, la nuit par exemple, c'est 6 à 10 gigawatts d'appel de puissance supplémentaires. On ne va pas surdimensionner le réseau pour répondre à cela. Donc dès maintenant, nous devons tous ensemble nous préoccuper du pilotage de la recharge de la batterie, qui est l'équivalent de 3 ballons d'eau chaude en termes de stockage. Donc ces sujets, ils sont à 5 ans, à 10 ans, mais en fait c'est maintenant qu'il faut s'en préoccuper. Effectivement, pilotage, c'est un autre mot-clé qu'on entendra, je pense, répéter encore un certain nombre de fois jusqu'à 17h30. Emmanuel Rolin, qui a un peu de retard dans le temps de parole, quels sont vos accélérateurs pour la filière de l'éolien offshore à un moment clé? On a compris en termes de pérennité, c'est plus que jamais le moment d'en parler. Alors, pour introduire ma réponse, je voudrais répondre à Augustin Augier. Allez-y. Beaucoup a été fait par l'État pour l'éolien en mer. Déjà des simplifications depuis le début, le permis enveloppe, le fait qu'on aille directement au Conseil d'État quand il y a des recours, la planification spatiale avec le débat public, tout cela est très bien. Vous avez raison aussi, le mécanisme de soutien, ces contrats de complément de rémunération à 20 ans indexés, que nous envient beaucoup de pays sont en train de les adopter. Tout ça, c'est très bien. Mais après, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est en train de dépasser les 1,5 gigawatts installés, avec un gros retard par rapport aux autres pays. Donc, il y a quand même un problème. Alors, le temps est venu pour l'État d'attaquer un nouveau chantier, un petit peu plus long terme, mais qui, de mon point de vue, est indispensable pour la pérennité et le développement de l'éolien en mer en France. Il faut, tout en préservant les bons aspects des règles des appels d'offres aujourd'hui, tels que le contrat de complément de rémunération, il y a des règles qui sont à revoir. Et je m'explique. Aujourd'hui, donc, dans l'éolien en mer, vous avez l'État qui lance des appels d'offres qui sont contrôlés par la CRE. Et quand un lauréat est désigné, qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient l'exclusivité sur une zone donnée, le seabed en bon français, et puis il obtient un tarif avec donc le fameux contrat de complément de rémunération. À partir de là, le lauréat, il lui reste énormément de travail à faire. Il faut qu'il termine les études environnementales, qu'il obtienne les autorisations, qu'il fasse des études d'ingénierie extrêmement poussées, qu'il négocie avec ses fournisseurs des contrats de milliers de pages, avant d'arriver au fameux jalon FID, donc décision finale d'investissement. C'est 3, voire 4 ans de travail, avec un tarif, même s'il est indexé, qui a été fixé donc 4 ans plus tôt. Entre-temps, le marché a évolué. Il y a pu des tensions, par exemple, sur la supply chain ont pu apparaître. Les CAPEX, les OPEX ont évolué. Et il est tout à fait possible que le projet ne soit plus rentable, ne soit plus faisable. Alors, est-ce que c'est de la fiction? Non, c'est la réalité, puisque ça a déjà eu lieu au Royaume-Uni, ça a déjà eu lieu aux États-Unis, où beaucoup de projets ont été abandonnés, donc ce qui met à mal la trajectoire de ces pays pour leur transition énergétique, mais surtout ce qui a mis en grande difficulté des acteurs majeurs du secteur. Alors vous me direz, en France c'est arrivé? Ben non, en France c'est arrivé, mais malheureusement ça fait des années qu'on n'a pas eu de FID en France, donc de décision finale d'investissement dans l'offshore, et j'espère vraiment de tout cœur qu'on va en avoir bientôt, ce qui veut dire que les projets sont réalisables, mais ce n'est pas encore démontré. Donc en fait, il faut absolument trouver un système d'appel d'offres qui permette que le tarif soit fixé quelques mois avant la décision finale d'investissement. Est-ce que ça existe ailleurs? Oui, ça existe au Royaume-Uni. Est-ce que le système est parfait? Non. Donc il faut travailler dessus pour l'adapter au système français et donc avoir
atteindre ce fameux objectif de quelques mois entre la désignation de lauréat et donc la définition du tarif et la décision finale d'investissement. Sachant, et j'en ai pour 10 secondes, qu'en France, au moment du FID, si vous abandonnez votre projet, vous avez des garanties financières qui sont de l'ordre de 500 ou 700 millions d'euros. Donc c'est un risque financier qui est absolument énorme. Vous avez un autre sujet de préoccupation, Emmanuel Rolin, c'est celui de la gouvernance. Tout à l'heure, vous disiez la PPE, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, on a besoin de se projeter. Vous m'avez dit aussi, au moment où on a échangé en amont de cette table ronde, qu'on avait besoin, et je vous cite, et je vous demanderai de développer si vous voulez bien, de jacobiniser tout ça. C'est étonnant parce que d'aucuns en appellent à plus de concertation, plus d'horizontalité, et vous dites non, à un moment donné, il faut décider, et ça ne peut se faire que de cette façon un peu plus verticale. Écoutez, je vais donner un exemple très concret et non politiquement correct, comme ça permettra ça nous fera d'avoir un bon moment des débats à partager, pendant le déjeuner et puis de réveiller un peu la salle. Donc, il a été rappelé plusieurs fois de pourquoi on fait ça. Donc, le but ultime. Et le but ultime, c'est quand même un peu la survie de l'humanité. Quand on parle de dérèglement climatique, etc. Donc, on parle d'un enjeu absolument majeur. Si on essaye de faire plaisir à tout le monde, ça va être très difficile. On est 60 millions en France, ou même plus. Ça va être très difficile. Alors, sur l'éolien en mer, on a démontré avec les premiers projets que les impacts sur l'environnement sont quand même très limités. On a démontré que l'on pouvait cohabiter. Et donc la pêche est autorisée, entre autres, au sein des parcs en France. Alors ça, on peut qu'en être extrêmement fier. On a démontré aussi, même si ces derniers temps les soubresauts, mais que les trajectoires de prix sont quand même vraiment à la baisse. Donc, qu'est-ce qui reste contre l'éolien en mer ? Il reste les paysages. Il reste les paysages. Et les paysages, c'est pas blanc ou noir, parce qu'il y a même beaucoup de gens qui disent finalement c'est pas mal. Et puis vous voyez les dizaines de milliers de visiteurs qui vont sur site dans des bateaux qui s'approchent, ils ont des étoiles dans les yeux en voyant ces installations. Donc finalement, c'est peut-être même pas si rédhibitoire que si le paysage. Donc c'est là qu'il faut du courage politique et une décision finalement peut-être pas si concertée que ça, parce que si on prend en compte les paysages au même niveau que les autres critères, on éloigne les parcs à plus de 20 km des côtes et on ne peut plus développer des parcs beaucoup plus proches des côtes, beaucoup moins chers, et sachant que, je répète, l'enjeu, avant tout, c'est quand même lutter contre le dérèglement climatique, donc la survie de l'humanité. On se rappelle pourquoi on se bat, je l'évoquais tout à l'heure. Sylvie Géano, vos accélérateurs, alors vous fermez le banc, donc au-delà de tout ce qui a déjà été dit, évidemment. Oui, très vite. Ouais. Alors, évidemment, une vision. Dans la PPE3, qu'on appelle tous nos voeux, la chaleur renouvelable, c'est x2. D'ici 2030, donc, alors ça n'empêche pas nos élus de terrain d'avoir des visions, je vous ai donné des exemples. 2, le fonds chaleur. Le fonds chaleur, il est important de le préserver, c'est un facteur clé de succès. Il est opéré par l'ADEME, ça marche très bien sur le terrain dans les directions régionales, j'insiste pour le dire, parce que ça permet de faire des projets de réseau de chaleur pour le coup en 2 ou 3 ans. On est sur des horizons de temps beaucoup plus courts que ce qu'on a entendu. La géothermie, je crois qu'il faut qu'on trouve quelque chose pour aller plus vite dans le déploiement de la géothermie de surface, probablement peut-être autour des certificats d'économie d'énergie. Je suis prête à en discuter avec vous, monsieur. Et puis, il y a quelque chose que j'appelle de mes voeux, c'est concernant la chaleur fatale industrielle. Il y a plein d'industriels qui trouvent d'ailleurs un intérêt à décarboner leur site avec cette chaleur fatale qui sort de leur process. Aujourd'hui, ils ont du mal à s'engager sur 20 ans, ils n'ont pas cette visibilité-là. Et donc, j'aimerais qu'on construise avec l'État un fonds de garantie. Ce n'est pas de l'argent de l'État, c'est une espèce de fonds assurantiel pour aider nos industriels et des acteurs tels que Dalkia à faire des projets de récupération de chaleur fatale industrielle, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel également. Allez, pour conclure cette table ronde, avant de prendre quelques questions, je sais qu'il y en a. Je vous laisse vous débatouiller avec tout ça, Augustin Augier. Il y a un beau paquet là sur la table, et peut-être une question qui va avec. Comment l'État aujourd'hui peut déjà envoyer quelques signaux clairs aux investisseurs, aux collectivités, même sans attendre le vote de la PPE
pour continuer à avancer, pour rester motivé, je boucle la boucle avec ma première question, et peut-être pour aller vers plus de coordination, même si on a compris l'appel à la verticalité d'Emmanuel Rollin. Bon, la PPE est quand même un moment structurant et la SNBC aussi, ne serait-ce que parce qu'on a besoin du cadre légal pour lancer un certain nombre d'appels d'offres, l'AODIS, mais il y a aussi sur l'hydrodiffus, enfin il y a un certain nombre de choses qui sont dans les cartons qui ne peuvent pas sortir, donc c'est quand même ça le signal qui est attendu. Je rappelle qu'il y a quand même un véhicule législatif en cours sur lequel il y a quand même un accord sur les principaux articles, même si ça n'a pas été voté conforme entre l'Assemblée et le Sénat, enfin les choses, quand même un certain nombre de signaux qui sont positifs. Après on attend la déclaration du Premier ministre dans sa DPG et ce qu'il en dira. Moi, sur l'accélération, je voudrais revenir sur un point. C'est quand même la meilleure garantie aussi d'accélérer, c'est que, mais ça a été évoqué, c'est d'accélérer la demande en électricité. Et là-dessus, on a un problème majeur, c'est qu'en 2010, on avait 26,4% de mémoire de l'énergie finale qui était électrique en France. Et l'année dernière, on avait 26,8%. Bon. Alors, donc ça accélère, mais ça a augmenté. Ouais. Là où d'ailleurs, la chaleur a très largement augmenté, alors que l'électrification, on a du mal. Et effectivement, il y a eu des efforts qui ont été faits sur la sobriété, sur l'efficacité, ça a été rappelé. Mais sur l'électrification des usages, on n'est pas en ligne. Alors si on reprend par outil, il y a, on va dire, il y a le chauffage, donc il y a 4 millions de foyers qui se chauffent au fioul en France, 10 millions qui se chauffent au gaz. Il est vrai que les énergies fossiles apparaissent plus compétitives aujourd'hui quand on change de mode de chauffage. Pour autant, elles n'offrent pas les mêmes garanties nécessairement et elles ne répondent pas aux besoins qui ont été fixés par le pays. On a aujourd'hui une difficulté dans le chauffage sur l'installation des pompes à chaleur. On voit que ça stagne, malgré le fait qu'il y ait des aides importantes entre les aides budgétaires et les C2E. C'est un problème assez global et pourtant elles sont produites en France. Il y a une filière qui est un peu en difficulté, mais... Quelques pistes peut-être pour stimuler cette demande. Je pense, oui, on fait beaucoup de choses. J'imagine. On essaye. Il y a continuité évidemment de l'aide publique via les C2E, les C2E qui ne sont pas une aide publique, c'est un mécanisme de marché, mais l'aide budgétaire. Il y a la nécessité de changer, de mieux former, de changer l'image des pompes à chaleur qui n'ont pas toujours une bonne image, alors même qu'aujourd'hui c'est solide, ça fonctionne, on sait les installer, on sait donner les garanties. Il y a la nécessité probablement de trouver des mécanismes de financement, de forme de leasing social, de leasing des PAC. Il faut être un peu créatif là, c'est ça. Il faut être un peu plus créatif si on veut faire le passage à l'échelle. Parce qu'aujourd'hui, les aides publiques, on stagne à 100 000 installations de PAC. Quand on sait que selon la SNBC 3, c'est plutôt, on va dire, 7 millions de foyers qui doivent sortir du fioul à l'horizon 2030 en mode de chauffage. Ça boucle pas. Donc là, il faut qu'on passe à l'échelle. Et donc là-dessus, il faut y travailler. C'est la même chose. L'autre grand consommateur d'électricité, c'est le transport. Enfin, qui n'en est pas un, mais qui doit en devenir un. Il y a des bonnes nouvelles. On avait par exemple les flottes d'entreprises qui s'équipaient avec un taux l'année dernière. En début d'année 25, on était à peu près à 13% d'équipement. Donc d'achat de véhicules neufs qui étaient électriques par les flottes d'entreprises qui ont plus de 100 véhicules, grâce à une mesure qu'on a mise en place dans le PLF, qui n'est pas très contraignante, mais on est passé à plus de 20% en seulement 5 mois, donc les choses peuvent changer. Et là, c'est aussi une compréhension de l'objet, c'est-à-dire que c'est un objet rentable, le véhicule électrique. Tout à l'heure, il était évoqué le fait que électrifier les usages n'avait pas de rentabilité. C'est pas vrai. Sur le véhicule électrique, c'est très rentable même. Si vous rechargez votre véhicule à 12 centimes en heure creuse... On ne va pas ouvrir ce débat-là, Augustin Augier. Si, c'est pas un débat. Mais là, à cette heure-ci, non. Parce qu'il nous reste 4 minutes pour conclure. Oui. Mais pour conclure, il faut accélérer, mais c'est aussi une question d'image, de mécanismes de financement qu'on doit appuyer, mais une question d'image, parce que le véhicule électrique, oui, c'est rentable, à un horizon très court en termes d'amortissement du surcoût, qui par ailleurs est de moins en moins important. Donc il faut qu'on massifie ces usages-là, et ce n'est pas uniquement les aides extra-budgétaires comme on a aujourd'hui sur le leasing ou le bonus.
mais c'est que tous ensemble, on soit exemplaires et qu'on montre, y compris l'État, et qu'on ait un discours beaucoup plus offensif sur les intérêts du véhicule électrique, d'un point de vue de la souveraineté, d'un point de vue du confort et d'un point de vue de la facture énergétique des ménages, notamment pour les ménages qui sont des gros rouleurs en zone rurale qui rechargent à la maison. Voilà quelques pistes. Merci beaucoup Augustin Ogier pour ces quelques mots de conclusion. Olivier est là, il a relevé quelques questions à l'attention de... tu vas nous dire. Oui, tout à fait. Merci Nathalie. Une question pour Madame Johano sur la chaleur. La chaleur représente près de 45% de la consommation d'énergie en France pour les bâtiments, pour les industries. Quelles propositions pour accélérer la décarbonation des territoires et améliorer la compétitivité? Alors vous avez parlé tout à l'heure des technologies, donc il ne s'agit pas là de relister, vous l'avez très bien fait, mais les propositions, c'est peut-être un peu comme évoqué par le SGPE sur les pompes à chaleur. Est-ce qu'il y a des propositions particulières qui pourraient permettre à ces territoires de décarboner plus rapidement? Oui, alors j'ai parlé des réseaux de chauffage urbain et de froid. Je voudrais juste rebondir peut-être un éclairage complémentaire de ce qui vient d'être dit. Quand on parle de géothermie de surface, on parle de pompe à chaleur et on parle de décarbonation du chauffage collectif. Donc il y a le chauffage individuel, c'est effectivement, on a du mal, on voit que le nombre de pompes à chaleur stagne un peu. Pour décarboner le chauffage collectif en France, il y a évidemment les réseaux de chauffage urbain et il y a également des quartiers entiers qu'on sait traiter en pompe à chaleur géothermique. Où on va chercher de l'énergie dans le sous-sol à moins de 200 mètres et ça, c'est de l'électrification aussi. Donc voilà, c'est pas toujours parce que je m'appelle Dalkia que je ne suis pas dans l'électrification. Bien au contraire, j'appartiens au groupe EDF, mais voilà, mais tous les acteurs tels que nous travaillent sur ces questions de géothermie et de pompe à chaleur et on est aussi dans ces sujets de géothermie. Ce qui est très important là, c'est de ne pas opposer justement les énergies et parlons tous ensemble bas carbone. Merci. Une autre question sur l'innovation. C'est vrai que c'est un sujet que l'on n'a pas abordé directement, mais qui est très important. Quelle place donner à l'innovation dans l'atteinte des objectifs de décarbonation et assurer la compétitivité de la France? On parlait de créativité tout à l'heure. C'est peut-être un autre mot pour dire innovation, mais c'est vrai qu'on a effleuré ça. Nicolas. Dans les innovations technologiques majeures, je pense que toutes les solutions sont sur la table. En revanche, effectivement, il y a certainement encore beaucoup d'innovations en termes de gestion, l'innovation aussi en termes de déploiement, de passer à l'échelle. Ça fait partie de l'innovation de se dire comment je passe de 100 000 pompes à chaleur à 1 million ou comment je rends flexible l'ensemble de mes consommations, l'ensemble de mes bâtiments, de mes bureaux, flexibilité accessible à l'ensemble des acteurs qui savent gérer cette flexibilité. Et là, effectivement, il y en a encore beaucoup, il y en a beaucoup qui est à l'œuvre. Je l'avais déjà mentionné dans mon propos concernant Enmi, mais il y a plein d'autres acteurs qui travaillent aussi et qui œuvrent à ça. Voilà, dans chacun de vos activités, il y a des innovations, chez Enedis également. Oui, non, pour un mot positif, là encore, moi je trouve qu'il y a des secteurs par rapport aux enjeux d'électrification, et nous, à Enedis, nous parlons de la seconde électrification de la France, qui est notre défi d'entreprise avec l'ensemble de la filière. Il y a des secteurs qui sont en train de bouger. On a parlé des transports, donc là on a parlé véhicules électriques, et je partage ce qui a été dit. Mais par exemple, on nous demande quelque chose qu'on ne nous demandait absolument pas il y a 5 ans, qui est d'électrifier les quais des grands ports français pour que les bateaux, notamment les ferries qui font des traversées, donc des gros bateaux, alors vous ne le savez peut-être pas, mais quand ils sont stationnés à quai dans le port, ils font tourner leur moteur diesel pour avoir l'électricité. Pourquoi? Parce que bien évidemment, le quai du port de Marseille, il n'était pas jusqu'à présent électrifié par un réseau dimensionné, et ça a été pour nous 1 million d'euros de travaux. Et donc, nous avons électrifié les quais de Marseille, de Toulon, de Sète, et on est en train de remonter. C'est vrai aussi pour les fleuves. Et donc, ces usages, c'est-à-dire qu'ils sont appuyés sur un changement de mentalité pour tout un secteur qui comprend que, oui, la décarbonation, c'est l'enjeu principal, je trouve, sont en train de se produire. Donc là aussi, il y a beaucoup d'innovations pour brancher Corsica Ferries ou autres, comme on branche aujourd'hui un véhicule électrique, et ça, on le sait le faire, donc soyons optimistes. J'ai hâte de voir ça. Emmanuel Rollin, et ça sera la dernière intervention, parce que regardez, ça clignote et c'est rouge devant nous, on a dépassé notre temps. Voilà. Ça sera très court. Ouais. L'innovation dans l'éolien en mer, donc c'est à tous les étages, on le voit par exemple par les éoliennes qui augmentent énormément de taille, mais surtout c'est l'éolien flottant. Ça, c'est le futur avec le posé. Le posé, il y a encore
un énorme potentiel de développement. Mais le flottant, là, on est vraiment au cœur de l'innovation. Il y a plus de 80 technologies de flotteurs en ce moment qui sont développées. Toutes ne sont pas des technologies gagnantes, mais ça innove, ça innove, ça innove. Et c'est indispensable pour les marchés du sud de l'Europe, pour la Bretagne, la Méditerranée, etc. C'est indispensable que le flottant émerge. Allez, sky is the limit, vous l'avez compris, encore plein de choses à faire et à imaginer ensemble. Merci beaucoup, c'était passionnant de vous entendre ce matin. On vous raccompagne voilà, sous les applaudissements de la salle. Merci mesdames, messieurs. Et voilà, Olivier, qui conclut une matinée, ma foi, très riche. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous, surtout, vous l'avez apprécié.